Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La formation des instrumentistes. Nous allons dans cette première partie considérer la formation des instrumentistes. Nous dresserons dans un premier temps l'état des lieux des structures d'enseignement, puis nous nous intéresserons plus particulièrement à la formation en elle-même et aux idéologies sous-jacentes, afin de révéler les représentations que se font les étudiants de ce qu'est et de ce que doit être leur profession, ainsi que leurs attentes. Chapitre 1 Les structures de formation. Un état des lieux des structures. A. Nomenclature des établissements. L'enseignement de la musique et de la danse, puisque ces deux disciplines sont souvent associées, est assuré en France par plus de 1300 écoles publiques, parmi lesquelles 366 dispensent un enseignement spécialisé qui relève du ministère de la Culture. Cela signifie que ces écoles sont sous la tutelle pédagogique de ce dernier, qui peut par ailleurs intervenir en subventionnant l'établissement. Parallèlement à cet enseignement public, l'enseignement musical et chorégraphique est assuré par plus de 3000 structures associatives. Au total, l'enseignement public et privé concerne aujourd'hui près de 800 000 élèves et 40 000 enseignants. Créé en 1969 par le plan Landowski, le réseau des conservatoires nationaux de région, CNR, et des écoles nationales de musique, ENM, dispense un enseignement de musique et de danse contrôlé par l'inspection pédagogique de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture, DMDTS. L'organisation pédagogique doit répondre à certains critères de qualité définis par un schéma directeur mis en place par cette direction, le dernier datant de 1966. Ce texte définit entre autres la structure des cursus d'enseignement dispensés, les départements pédagogiques obligatoires, le nombre d'heures enseignées, les diplômes de fin d'études et les normes d'équipement. Par ailleurs, la DMDTS a mis en place des diplômes nationaux, le certificat d'aptitude et le diplôme d'État, dont l'obtention est nécessaire pour enseigner au sein de ces établissements. Le réseau des ENM et des CNR couvre tout le territoire national. Toutes les régions en dehors de la Corse disposent d'au moins un CNR et sont équipées chacune en moyenne de 3 ou 4 ENM. Notons que près d'une école nationale de musique sur 5 est située en Île-de-France. Il y a ainsi une très forte concentration des équipements puisque 30 établissements sont situés dans cette même région. Cette forte concentration démontre une certaine forme de centralisation et le poids que représente l'Île-de-France dans l'enseignement musical. Le plus souvent, les structures des CNR sont plus imposantes que les structures des ENM en nombre d'enseignants et en termes de capacité d'accueil, et proposent des activités plus résolument tournées vers la professionnalisation que les ENM. Notons enfin que lorsque les instrumentistes d'orchestre enseignent, ils le font généralement autant que faire se peut dans le cadre d'un CNR, contribuant très probablement à attirer des élèves très divers dans leurs origines géographiques, désireux d'avoir le meilleur enseignement le plus tôt possible en vue d'une professionnalisation. B. Les différentes structures d'enseignement musical. 1. Les écoles municipales agréées. Au bas de la hiérarchie des structures musicales, tant au niveau des moyens que des effectifs, nous trouvons les écoles municipales agréées, EMA, qui sont généralement de petites structures gérées par les municipalités de façon totalement autonome. Le recrutement du personnel, les budgets de fonctionnement et d'investissement ainsi que la réglementation tarifaire sont sous la responsabilité des collectivités concernées. L'agrément est ouvert à toute école publique qui en fait la demande, à condition qu'elle soit en conformité avec certains critères, locaux, pédagogie, qualification des enseignants. Aucun nombre ni type de discipline n'est imposé hormis la formation musicale et le chant choral. En général, les EMA ne disposent pas d'une grande variété de classes d'instruments ou de cours musicaux, tant par manque de moyens que souvent par manque d'élèves. De la même façon, la plupart de ces écoles ne délivrent pas ou très peu de diplômes supérieurs par défaut d'étudiants, peut-être en raison du fait que ces écoles ne jouissent pas du même prestige que les ENM ou CNR et n'ont donc pas de légitimité dans une perspective de professionnalisation. Il semble que ces écoles n'aient qu'une fonction de loisir et de plaisir, sans velléité professionnalisante, contrairement aux autres structures d'enseignement comme nous le constaterons un peu plus loin. Pour toutes ces raisons,
Les rares instrumentistes professionnels qui ont fait leur début dans ce type d'école n'y sont pas restés longtemps. Ils ont rapidement été orientés vers des structures plus importantes telles que les écoles nationales de musique ou les conservatoires nationaux de région, dans lesquels, supposait-on, l'enseignement serait de meilleure qualité et leur apporterait davantage d'opportunités. Nous ne pouvons que constater un début de professionnalisation dans cette orientation, qui se fait souvent dans la prime enfance. 2. Les écoles nationales de musique et les conservatoires nationaux de région. Juste après les écoles municipales agréées, viennent les écoles nationales de musique financées par les municipalités, puis les conservatoires nationaux de région financés par les municipalités et les régions, tous deux sous le contrôle du ministère de la Culture. Les effectifs des ENM et des CNR sont plus importants que ceux des EMA, les classes d'instruments et les cours dispensés plus variés, les subventions accordées plus conséquentes et les professeurs plus diplômés. Pour être titulaire d'un poste, il leur faut détenir le certificat d'aptitude. Ces deux types de structures délivrent, bien qu'inégalement à la faveur des CNR, le diplôme d'études musicales, DEM, destiné aux futurs professionnels, ainsi que le certificat de fin d'études musicales, CFEM, destiné à clore les études des amateurs. Notons que peu d'étudiants se contentent d'un DM d'une ENM pour devenir instrumentiste professionnel. Implicitement, ce diplôme ne suffit pas, et l'école n'a pas assez de prestige pour offrir une certaine légitimité aux futurs professionnels. Ce fait est sûrement lié à la surenchère des diplômes qui touche de plus en plus tous les secteurs de l'éducation. Quoi qu'il en soit, la plupart des étudiants essaient d'entrer dans un conservatoire national de région, considéré plus ou moins tacitement comme une structure d'enseignement supérieure à une ENM dans le prestige et dans la formation. Les enseignants y sont la plupart du temps plus renommés, solistes d'orchestre, etc., et elle est située le plus souvent dans une ville importante, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc., qui bénéficie donc d'une certaine attraction. La reconnaissance que confèrent les diplômes obtenus dans un CNR laisse la possibilité aux jeunes diplômés de se présenter au Conservatoire national supérieur de musique et de danse ou au concours d'orchestre dès leur sortie de cette école. 3. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Tout en haut de la hiérarchie des structures d'enseignement musical se situe le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, CNSMD. Financé par l'État, et qui forme très officiellement des professionnels de la musique. Cette école est la plus prestigieuse d'entre toutes, celle dans laquelle les professeurs sont les plus réputés, anciens diplômés du CNSMD, anciens lauréats de grands concours internationaux, solistes renommés, etc. Elle représente la formation supérieure des musiciens. C'est l'école qui dispense le plus haut niveau d'enseignement musical en France. Le conservatoire a pour vocation de former avant tout d'excellents instrumentistes, dans le dessein plus ou moins implicite d'en faire des solistes comme nous le verrons plus loin, et le concours d'entrée compte parmi les plus difficiles de la formation musicale. En 2002, le concours d'entrée du CNSMD de Paris a ainsi accusé un taux d'échec de 76,64% dans le département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines en cycle de formation supérieure, toutes disciplines confondues. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse, imposante structure artistique et administrative, est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'enseignement dispensé est gratuit, et le personnel est sous l'autorité de la DMDTS. Par ailleurs, depuis 1864, le Conservatoire de Paris possède un musée instrumental dont la collection se monte aujourd'hui à plus de 3000 instruments. Il est aussi doté d'une bibliothèque qui est devenue l'une des premières au monde par la richesse de sa collection de manuscrits. Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 9 départements artistiques au Conservatoire de Paris, une médiathèque, un centre audiovisuel, un centre de recherche et d'édition, CREC, des archives et une mission des études et statistiques. Le Conservatoire de Lyon compte quant à lui une médiathèque composée notamment du legs de Nadia Boulanger et de 5 studios d'enregistrement. L'enseignement est dispensé à Paris par 103 professeurs, 80 assistants et 31 accompagnateurs, et à Lyon par 65 professeurs, 45 assistants et 28 accompagnateurs. Les professeurs nommés sont sous contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelables,
et doivent effectuer une période d'essai d'1 an avant d'être titularisés pour 3 ans. Le directeur du conservatoire détient en outre le droit de recruter les assistants qui finissent parfois par devenir titulaires de leur classe. Certaines nominations échappent à la commission et donc à tout avis de recrutement public, ce qui pose le problème de l'indépendance et de la pluralité du corps professoral. La liberté prise dans la nomination des enseignants au sein du conservatoire nous laisse déjà augurer de l'importance et du poids de cette institution, qui est la plus haute instance de délivrance des diplômes musicaux en France. La scolarité est organisée en 2 cycles successifs, le second n'étant pas obligatoire pour sortir diplômé du conservatoire. Pour chacun de ces 2 cycles, l'admission des candidats se fait sur concours ouvert aux candidats français et étrangers dans les limites d'âge propres à chaque concours. Le premier cycle est le cycle de formation supérieure, d'une durée de 3 à 4 ans. Les étudiants sont autorisés à doubler une seule fois, sanctionnés par le diplôme de formation supérieure, DFS, à Paris et par le diplôme national supérieur d'études musicales, DNSEM. À Lyon est délivré après obtention du prix dans la discipline principale, de certificats ou attestations en musique de chambre, orchestre pour les instruments d'orchestre, formation musicale, analyse, lecture à vue, ainsi que dans 2 matières optionnelles. Auparavant, les étudiants sortaient de l'école dotés d'un premier prix, mais depuis quelques années, le CNSMD semble vouloir s'aligner sur le fonctionnement de l'université et de son système de modules compensatoires qui offre, semble-t-il, une plus large formation musicale, en incluant des disciplines plus variées que la seule formation instrumentale. Nous pouvons voir là une tentative de légitimation et de reconnaissance sociale de cette formation musicale supérieure qui, notons-le, n'a aucune valeur pour le moment dans les équivalences de diplômes à l'étranger. La spécificité d'une formation musicale semble vouloir être effacée pour s'aligner sur des modèles universitaires plus conventionnels et surtout reconnus socialement, nous donnant une piste de réflexion sur une possible insuffisance de reconnaissance sociale de la formation musicale et par là même, de la profession d'instrumentiste. Après le premier cycle vient le cycle de perfectionnement, d'une durée d'1 ou 2 ans, accessible sur concours aux titulaires du DFS, mention très bien ou bien, ou d'un diplôme supérieur étranger de niveau équivalent. Ce cycle optionnel permet aux jeunes lauréats du conservatoire de n'être pas contraints de se lancer sur le marché du travail trop précocement. Il permet surtout, et c'est là son premier objectif, aux étudiants qui y sont acceptés d'effectuer 1 an de préparation aux concours nationaux et internationaux, de se produire sur scène grâce aux concerts organisés par le conservatoire et ainsi d'accroître leur notoriété. Ce cycle clôt le conservatoire et révèle ainsi l'ambition de cette institution, la formation de solistes. Là encore, une piste de réflexion s'ouvre, nous interrogeant sur les motivations des instrumentistes d'orchestre à renoncer à cette ambition à la fin de leurs études, et sur le regard qu'ils portent sur leur profession alors même qu'ils sont issus d'une institution qui a priori ne les y forme pas. Au cours des 2 cycles d'études, les étudiants suivent les masterclass de nombreuses personnalités invitées, le plus souvent des solistes réputés et reconnus dans leur domaine instrumental, ce qui vient renforcer la volonté à peine cachée du conservatoire de former des solistes. Dans cette même optique, les étudiants peuvent également bénéficier d'un séjour dans un établissement étranger partenaire du conservatoire. Enfin, les étudiants participent selon leur cursus à des activités d'ensemble, publiques ou non, telles que les sessions d'orchestre, ateliers instrumentaux, marathons d'orchestre, œuvres lyriques, big bands, etc., mais avec plus ou moins de bonne volonté comme nous le constaterons plus loin. La répartition des étudiants au conservatoire est par ailleurs sexuellement fortement connotée. En 2001-2002, en cycle de formation supérieure, les élèves du département instrumental appartenant aux disciplines classiques et contemporaines étaient ainsi au nombre de 623, avec une proportion plus importante de garçons 60% que de filles 40%. D'une manière générale, nous retrouvons majoritairement les filles dans les disciplines du violon, 15,2% des apostrophes entre elles, du piano 11% d'entre elles, de l'alto 7,8% d'entre elles, du violoncelle 6,2% d'entre elles, de la flûte 5,4% d'entre elles et de la clarinette 3,1% d'entre elles, et les garçons dans les disciplines du piano 11,9% d'entre eux, du violon 8,1% d'entre eux, du violoncelle 6,7% d'entre eux, à égalité dans celle de l'alto, du cor et de la trompette cornet,
4% d'entre eux, des percussions, 2,9% d'entre eux, et à égalité de nouveau dans celle du hautbois corps anglais et du trombone, 2,7% d'entre eux. Considérons quelques instruments dans le détail. Le piano par exemple compte 72 étudiants, représentant ainsi 11,5% de l'effectif total des étudiants, le pourcentage le plus important. Parmi ces 72 étudiants, 61% sont des garçons et 39% des filles. De même, on compte 69 violonistes, 11% de l'effectif global, parmi lesquels 43% de garçons contre 57% de filles. En violoncelle, on compte 41 étudiants, 6,5% de l'effectif total, parmi lesquels 61% de garçons et 39% de filles. En alto, on compte 35 étudiants, 5,6% de L'. Effectif total, parmi lesquels 42,8% de garçons contre 57,1% de filles. Enfin, on compte 22 étudiants en flûte, 3,5% de l'effectif total, parmi lesquels 36,3% de garçons contre 63,7% de filles. En revanche, on ne compte aucune fille au trombone basse ou au tuba. En somme, dans les instruments les plus socialement marqués comme masculins, de même qu'on ne compte qu'une seule fille aux percussions et au saxhorn bassophonium, seulement 2 à la trompette cornet et au trombone et 3 au hautbois corps anglais, au saxophone ou encore au cor. Ces différents classements révèlent que les instruments les plus nobles et les plus légitimes sont aussi les plus représentés en termes d'effectifs et les plus étudiés par les garçons. Pour autant, ces instruments sont aussi ceux dans lesquels l'effectif des filles est le plus important, même si elles restent parfois moins nombreuses que les garçons. La discipline du piano en est un bon exemple. Elles y sont les plus nombreuses, après le violon, alors même que les garçons leur sont encore supérieurs en ordre numéraire. En réalité, ces instruments sont les plus connotés comme féminins, donc les plus légitimes pour les jeunes filles, et logiquement, on constate le phénomène inverse dans les classes d'instruments les plus connotés comme masculins. Ces phénomènes nous renseignent sur les représentations sociales concernant la musique et les instruments de musique, en même temps qu'ils nous annoncent la probable constitution des orchestres. Il est en effet tout à fait vraisemblable que nous retrouvions les mêmes disparités sexuelles dans leur nomenclature, de sorte qu'il faudra nous interroger sur la nature de ces représentations, ainsi que leurs présupposés qui semblent être sexuellement discriminants. En cycle de perfectionnement, le nombre d'étudiants chute brusquement de 623 à 60 et ce sont dans les disciplines instrumentales les plus nobles, telles que le piano ou le violon, que les étudiants restent proportionnellement les plus nombreux, révélant ainsi le prestige de ces deux instruments. Or, concernant le violon, ce fait ne sera pas sans intérêt pour notre recherche. Il semble bien qu'il y ait une certaine suprématie de cet instrument sur les autres, ou en tous les cas, que les violonistes envisagent plus facilement que les autres instrumentistes une carrière de soliste. Nous devrons donc nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous retrouvons bon nombre de ces violonistes dans les pupitres d'orchestre, mais aussi sur les représentations qu'ils se font de leur profession, alors même qu'ils ne semblaient pas tous vouloir s'engager dans cette voie. Pour finir, notons qu'aujourd'hui le conservatoire met en avant une volonté d'insertion des étudiants dans le monde professionnel au moyen de nombreux partenariats, tels que les résidences de compositeurs au sein de formations et de structures diverses, à l'Orchestre du Capitole de Toulouse par exemple, de stages d'insertion, au sein d'orchestres professionnels sous la tutelle des chefs de pupitre, pour les étudiants chefs d'orchestre, le travail auprès de chefs confirmés, etc., de concerts donnés devant des publics et dans des lieux variés, mais aussi au moyen de ce que le CNSMD de Paris appelle les cartes de visite visuelles et sonores, c'est-à-dire les CDS jeunes solistes, ou l'enregistrement des œuvres des compositeurs lors des journées de la composition. Cette volonté d'aide à l'insertion professionnelle semble pour autant très orientée vers la voie solistique, notamment au travers des concerts organisés par le conservatoire, et il semble bien que le public de ces concerts le perçoive de cette façon, tout en émettant quelques doutes sur la suite de la carrière de ces jeunes solistes. La question de l'avenir de tous ces jeunes étudiants se pose réellement à la sortie du conservatoire, dans la mesure où le marché de la musique nationale et internationale ne peut absorber autant de solistes que le CNSMD peut potentiellement en produire chaque année. Ces étudiants n'ont guère d'autre choix que l'enseignement ou la profession d'instrumentiste d'orchestre. S'ils n'ont pas réellement choisi leur profession qui n'est alors qu'un pis-aller d'une carrière qu'ils n'ont pu réaliser,
Les jeunes instrumentistes d'orchestre nous offrent peut-être ici une piste de réflexion quant au désenchantement de la profession. 2. Une population estudiantine ciblée. L'analyse de la population estudiantine dans les structures d'enseignement de la musique révèle que l'origine socio-professionnelle est une variable importante dans le choix de la pratique musicale, puis dans le choix d'un instrument. A. Les catégories socio-professionnelles d'origine. Les conservatoires et écoles de musique réunissent une population relativement ciblée et précise. Une étude commandée par le ministère de la Culture menée dans les conservatoires agréés par l'État sur des élèves âgés au moins de 11 ans et qui sont au minimum en 4e année d'instrument nous rapporte quelques données intéressantes. Les conservatoires et écoles de musique sont fréquentés à 58% par des filles, issus des classes aisées, et 45% des élèves ont un père cadre ou appartenant à une profession intellectuelle supérieure. Ces seuls chiffres nous permettent de constater que la musique dite classique est distinctive et semble être l'apanage de classes sociales favorisées, ou tout du moins que certaines classes sociales ne la considèrent pas d'emblée comme une possibilité éducative et artistique, en somme qu'elle ne fait pas partie de leur habitus de classe. Par ailleurs, on relève une tendance très marquée chez les élèves qui persévèrent et semblent s'adapter au goût légitime, qui consiste en une curiosité musicale limitée à la musique dite classique, une méconnaissance complète des musiques contemporaines ou modernes et un mépris pour les formes de musique dites populaires, variété, rap, etc. À cela s'ajoutent des pratiques culturelles plus importantes, notamment des spectacles musicaux, et des pratiques moindres de loisirs populaires tels que le cinéma. Ces quelques données nous révèlent le fait que les conservatoires semblent fonctionner selon la loi de la reproduction sociale, mise à jour par Pierre Bourdieu. À l'appui de cette idée, l'étude commandée par le ministère montre que la pratique musicale semble plus élevée dans les milieux sociaux favorisés, ce qui ne peut incontestablement que faciliter l'adaptation et la motivation des élèves issus de ces milieux à l'enseignement musical, voire à la professionnalisation. Ceci est à rapprocher du fait que le retard dans la scolarité de certains élèves est dû à une inégalité culturelle originelle, que le système semble impuissant à corriger, tant au niveau social que musical. La musique dite classique telle qu'elle est enseignée dans les conservatoires et écoles de musique appartient donc davantage à l'habitus des classes dominantes qui ont des instruments de prédilection tels que le piano, le violon ou le violoncelle. Nous pouvons émettre l'hypothèse que les autres instruments sont davantage choisis par des classes moins favorisées, même si rien ne nous permet encore d'affirmer qu'elles ne choisissent pas elles aussi des instruments socialement valorisés et valorisants comme le piano ou le violon. Nous pouvons déjà avancer que selon les classes sociales, les représentations de la musique et de la pratique musicale sont très probablement différentes. Ce qui est ascension sociale pour les unes peut confiner au déclassement pour les autres. Les trajectoires professionnelles sont très certainement perçues différemment par les instrumentistes en fonction de leur positionnement d'origine sur l'échelle sociale. Il nous faudra donc croiser les représentations de la musique conçues par les instrumentistes avec celles des classes sociales d'origine, afin de déterminer le rôle de ces dernières dans les trajectoires professionnelles et dans les représentations du métier d'orchestre, et ainsi évaluer leur poids dans le désenchantement de ces instrumentistes. B. Choix de l'activité musicale et de l'instrument. L'étude commandée par le ministère de la Culture nous révèle par ailleurs que l'influence familiale est déterminante dans le choix de l'instrument, influence qui augmente en outre avec le niveau socio-culturel, ainsi que dans la décision de poursuivre des études musicales. 20% des élèves déclarent qu'ils auraient souhaité pratiquer un autre instrument mais ont finalement cédé à la pression familiale. Le déterminisme semble ici encore jouer un rôle qui n'est pas négligeable. Une autre enquête menée par Xavier Dupuis nous apprend davantage sur le déterminisme familial. Elle nous révèle en effet que 73,5% des instrumentistes d'orchestre déclarent avoir bénéficié d'un environnement musical favorable dans leur enfance. Parmi ceux-ci, 33,5% avaient un ou des parents musiciens professionnels, 39,1% un ou des parents musiciens amateurs pratiquants et 34,3% un ou des parents mélomanes. L'environnement a donc une importance indéniable, notamment lorsqu'il est composé d'amateurs pratiquants qui semblent avoir davantage d'influence sur leurs enfants que les mélomanes et davantage encore que les musiciens professionnels.
Nous pouvons émettre l'hypothèse que les représentations de la musique et de la profession musicale sont quelque peu différentes selon que l'on est amateur, mélomane ou musicien professionnel puisque les proportions sont différentes, mais qu'elles n'en sont pas moins influentes et déterminantes dans la trajectoire des instrumentistes. En s'interrogeant sur le déterminisme familial, nous sommes conduits naturellement à nous interroger sur l'existence objective d'une vocation pour la musique. Il serait réellement intéressant de se demander jusqu'à quel point la pratique musicale est un choix, et surtout dans quelle mesure ce choix est dicté par l'habitus de certaines classes sociales. Une étude menée par Antoine Aignon sur les élèves des conservatoires montre en effet que 50% d'entre eux estiment que le répertoire des conservatoires est trop classique, 45% que le conservatoire convient mieux à de futurs professionnels et 35% qu'il y a un manque d'éveil de la curiosité musicale. Il semble se dégager de ces données une certaine inadéquation entre la politique affichée par les structures d'enseignement musical, l'enseignement qu'elles proposent et les attentes des élèves. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que la satisfaction et la vocation de ces élèves se trouvent ailleurs que dans le répertoire ou dans l'enseignement, et ainsi, en considérant le déterminisme familial précédemment évoqué, supposer que ce que l'on nomme vocation peut dans certains cas vraisemblablement servir de justification à une forme de pression familiale dont il nous faudra déterminer les causes. La structure d'enseignement musical peut être elle aussi déterminante dans le destin musical de l'élève, notamment lorsqu'elle se mêle du choix de l'instrument. Il n'est en effet pas rare que l'on conseille aux parents qui sont sur liste d'attente pour des instruments aussi demandés que le piano ou le violon d'inscrire leur enfant dans d'autres classes moins demandées, dans lesquelles on a besoin d'effectifs, pour fournir les rangs de l'orchestre des conservatoires par exemple, en attendant ou juste pour essayer, avec le secret espoir qu'il y restera. Les institutions musicales ne sont ainsi pas exemptes d'influence sur la trajectoire des instrumentistes. Là encore, il faudra nous interroger et déterminer le rôle de ces institutions musicales. Comme nous le constaterons un peu plus loin, les instrumentistes ont tendance à reconstruire leur histoire et à affirmer notamment que leur instrument est leur propre choix. Or, les données précédentes nous démontrent que ce n'est pas réellement le cas. L'influence de la famille et de la structure d'enseignement musical semble déterminante dans le choix de l'instrument et donc dans les possibilités de carrière des instrumentistes. L'offre de l'enseignement musical est ainsi relativement large et importante en France. Des écoles municipales au conservatoire supérieur, les élèves peuvent se former jusqu'à l'excellence. Néanmoins, nous voyons déjà se dessiner l'ombre d'un enseignement qui vise davantage la pratique professionnelle que la pratique amateur, et qui par ailleurs répartit inégalement ses élèves dans les classes instrumentales selon leur sexe et leur origine socio-professionnelle. Il faut à présent nous intéresser plus précisément à la formation musicale et instrumentale, pour en découvrir ses modalités et ses objectifs. Chapitre 2 – Une formation au RIENTEE. Dans ce chapitre, nous allons déterminer en quoi consiste exactement la formation des instrumentistes d'orchestre symphonique, et considérer les processus déterminants pour leur avenir qui se mettent en place à cette période de leur trajectoire professionnelle. 1. Le parcours, généralité. La formation musicale des instrumentistes d'orchestre est assez identique de l'un à l'autre. Le parcours est somme toute assez balisé au fur et à mesure que l'on avance dans les études musicales. D'une manière générale, le parcours traditionnel est l'entrée relativement jeune, 6 ou 7 ans, dans une école municipale, une ENM ou dans le meilleur des cas un CNR, puis à l'adolescence dans l'un des deux CNSMD. Durant leurs études au CNSMD ou à leur sortie, certains étudiants tenteront quelques concours nationaux et internationaux en vue de devenir solistes, avec souvent fort peu de réussite puisque nous les retrouvons en tant qu'instrumentistes d'orchestre dans nos entretiens réalisés avec certains d'entre eux. Une fois entrés dans un orchestre parisien, les instrumentistes ne souhaitent souvent plus en changer. En ce sens, la mobilité géographique des instrumentistes des grands orchestres parisiens semble être ici assez faible, car ils se disent très bien à Paris. Ici ce n'est pas ce qui est dit mais ce qui n'est pas dit qui est révélateur. On ne parle pas du nom de l'orchestre, mais de la capitale. C'est l'attrait et le prestige de la capitale qui sont saillants pour des instrumentistes qui n'en sont pour la plupart pas originaires,
et c'est parce qu'ils siègent dans la capitale que l'orchestre devient prestigieux dans les représentations sociales. La déscolarisation précoce est très fréquente chez les instrumentistes. La plupart d'entre eux ne font que les premières années de lycée, même si l'on rencontre de plus en plus de bacheliers dans les jeunes générations. Par ailleurs, peu d'entre eux entrent dans un lycée avec des classes musicales, aux horaires aménagés pour permettre aux élèves de travailler leur instrument la moitié de la journée. Ces structures sont de plus en plus nombreuses mais ne semblent pas bénéficier encore d'une reconnaissance suffisante pour attirer les jeunes musiciens. Très peu d'instrumentistes professionnels d'orchestre ont de fait étudié dans de telles structures d'enseignement. Créées pour permettre aux élèves de ne pas se déscolariser trop tôt et d'avoir une culture générale minimale, ces établissements proposent un baccalauréat spécialisé, anciennement F11 et aujourd'hui TMD. Technique de la musique et de la danse. Or, ces élèves préfèrent souvent la déscolarisation pour se consacrer exclusivement à leur instrument, quitte à ne pas avoir de baccalauréat dont la plupart du temps ils ne conçoivent pas l'utilité au regard de leur future profession. Notons néanmoins que les jeunes instrumentistes tentent de plus à plus à cumuler diplômes traditionnels, comme le baccalauréat, et diplômes musicaux. Par ailleurs, la scolarité est rendue difficile par le fait que très vite, il leur faut intensément travailler leur instrument, de 6 à 8 heures par jour pour la plupart, hormis les instruments à vent qui ne permettent pas physiquement un tel exercice. La professionnalisation inconsciente se fait donc très jeune, sans choix réellement délibéré, mais plutôt par la nécessité du travail instrumental quotidien indispensable pour progresser et qui ne permet qu'avec beaucoup de difficultés la poursuite d'études générales en parallèle. 2 rôles des parents dans la révélation musicale et dans la formation des instrumentistes d'orchestre. Les entretiens que nous avons menés ont montré que bien souvent, la révélation de la passion musicale se fait dans le contact avec la musique par l'intermédiaire d'un tiers, souvent un parent ou un membre de la famille. C'est la musique qui fascine et qui transporte. L'instrument n'est alors qu'un médium qui prendra pourtant par la suite une importance primordiale dans la vie de l'instrumentiste jusqu'à en oublier le premier plaisir musical. Ce plaisir premier du contact avec la musique au travers de l'instrument a souvent tendance à s'effacer derrière l'exigence du travail quotidien, astreignant, parfois peu gratifiant et pourtant nécessaire à la maîtrise de l'instrument. A. Le mythe de la prédestination. Dans un premier temps, les entretiens révèlent que, comme pour beaucoup d'activités exercées dans l'enfance, le rôle des parents a été prépondérant non seulement dans le choix de la musique comme activité de loisir mais aussi et très souvent dans celui de l'instrument. Les instrumentistes ont néanmoins souvent du mal à admettre que la pratique musicale n'a pas été leur choix propre, et qu'elle est souvent due à l'influence de leurs parents. Nous assistons alors dans la plupart des cas à la naissance d'un mythe de la prédestination, toujours plus aisé avec le recul du temps. C'est ainsi que l'un des instrumentistes affirme dans un entretien. J'étais persuadé que si je réussissais pas là-dedans la musique, j'aurais pas réussi dans autre chose de toute façon. J'étais persuadé que je réussirais, ça pouvait pas rater en fait. Ce mythe de la prédestination est très fréquent chez beaucoup d'instrumentistes. Or, il est toujours plus facile d'être certain de sa destinée quand on l'a réalisée, et nous pouvons nous demander par ailleurs, combien de jeunes étudiants ont le même raisonnement, alors que peu d'entre eux exerceront exactement le métier dont ils rêvent et que certains n'exerceront même jamais de métier en rapport avec la musique. L'idée de prédestination, d'élection, est ici très forte et permet d'ériger une barrière entre les élus, en l'occurrence les instrumentistes, et tous les autres, anciens étudiants reconvertis ou amateurs. Le mythe de la prédestination implique l'idée de l'élection, et l'une des représentations que l'on peut voir surgir des entretiens est que lorsqu'on est un élu, on le sait très jeune. C'est de l'ordre de la certitude et d'une certaine forme de mysticisme. Prédestination, élection et précocité sont ainsi liées. Dans le cas le plus extrême, on assiste à la narration de l'influence de la musique sur une mère enceinte dont le bébé réagit à la musique, faisant par là même la preuve que l'enfant est destiné à devenir un professionnel de la musique. D'autres instrumentistes racontent avoir fait le choix et de la musique et de l'instrument en toute indépendance, ce qui ne peut que nous interpeller sur la réalité de ce choix lorsqu'on apprend que l'un des parents est instrumentiste et du même instrument de surcroît. Pour d'autres encore, la fratrie les aura précédés dans le choix des instruments, cordes pincées ou frottées,
Il ne manque plus alors qu'un instrument à vent pour obtenir un petit orchestre. La fabulation du destin est en route puisqu'ils sont sûrs que depuis tout petit, la musique a été leur désir le plus profond. L'un n'empêche pas l'autre, mais il est difficile de nier l'influence parentale dans la direction que prennent les désirs de l'enfant. C'est le cas dans de nombreux autres domaines de la vie d'un individu qui prend exemple sur l'un des parents ou qui fait sien leurs propres désirs. Rien ne permet donc d'affirmer que ce ne peut être le cas dans le domaine musical. Nous pouvons même formuler l'hypothèse qu'il y a un habitus musical dans certaines familles, lorsque les parents sont musiciens. Plus encore que le capital culturel, c'est aussi un capital musical qu'ils transmettent. Néanmoins, cette transmission est encore plus difficilement assumable pour l'instrumentiste dans la mesure où, encore une fois, cette réalité ne correspond pas au mythe de la prédestination ni à celui de l'enfant précoce et inspiré. En tous les cas, ce sont souvent leurs parents qui leur ont raconté la genèse de leur destin, même si les instrumentistes prétendent parfois s'en souvenir. Le mythe des origines est une modalité de présentation de leur parcours qui leur tient tout particulièrement à cœur. Les instrumentistes construisent ainsi leur identité personnelle et professionnelle autour de la notion de prédestination à la musique, savamment transmise à la fois par l'entourage dans l'enfance, qu'il s'agisse de la famille souvent inconsciente de sa propre influence ou des institutions musicales, et par les représentations sociales qui définissent qui est un instrumentiste, un musicien et plus généralement un artiste. Or cette prédestination prête pour le moins à réflexion. Il n'est jamais aussi certain que les instrumentistes le prétendent qu'ils aient été destinés à la musique sans aucune stimulation extérieure, stimulation que l'on découvre généralement aisément. Et il semble délicat, presque douloureux pour la plupart d'entre eux d'assumer le fait que leur avenir ait été plus ou moins tracé à leur insu, dans l'enfance, par une volonté qui est souvent celle de leurs parents et qui n'est pas toujours en rapport avec leur prétendue élection. Le mythe des origines est ainsi une façon d'écarter toute discussion et toute recherche sur l'origine de leur activité, née, disent-ils, d'une passion inconsciente et transcendante, origine que l'on découvre très souvent dans la sphère familiale. Le rôle des parents dans la trajectoire des instrumentistes est ainsi pour le moins important et parfois décisif. B. Le rôle des parents. Comme pour toute activité débutée dans la petite enfance, le rôle et l'influence du milieu familial et plus particulièrement des parents sont prépondérants. Ce sont eux qui décident l'entreprise de telle ou telle activité ou bien qui accèdent, ou non, à ce qui n'est bien souvent qu'une envie parmi d'autres de l'enfant. Pour prendre la mesure de l'influence des parents sur la pratique musicale, les enquêtes sur la pratique musicale en amateur peuvent nous apporter quelques données utiles. En effet, 7 amateurs sur 10, qu'ils soient encore ou non en activité, déclarent avoir débuté la musique avant 15 ans, soit dans une période de l'existence au cours de laquelle l'influence des parents est la plus forte. Le poids de cette influence semble donc être déterminant dans la pratique musicale, et nous pouvons faire l'hypothèse que l'influence est identique chez les instrumentistes qui sont devenus professionnels, à la différence que ces derniers ont plus de difficultés à l'assumer dans la mesure où l'enjeu de la reconstruction de la trajectoire n'est pas identique. L'influence prépondérante des parents vient ainsi se confirmer avec les motifs d'abandon des amateurs. Le premier motif est la contrainte scolaire ou professionnelle, la musique réclamant un investissement en temps très important. Le second motif est la perte d'intérêt pour la pratique musicale, et il semblerait que ce soit une conséquence de l'influence des parents sur la pratique instrumentale, conséquence qui répond à un besoin d'autonomie et de diversification des goûts nés à l'adolescence. Or, si les adolescents affirment leur autonomie et leur indépendance en cessant leur activité musicale, c'est probablement parce que dans la majorité des cas, elle était le choix de leurs parents et non le leur. Le choix d'accéder à un désir ou de décider d'une activité musicale pour un enfant n'est pas neutre, et les motivations des parents sont assez divergentes. Nous pouvons toutefois les regrouper en 2 catégories. La transmission d'une passion, qu'elle soit professionnelle ou amateur, et la transmission d'une représentation sociale. 1. La transmission d'une passion. Une étude du ministère de la Culture sur les modalités de transmission d'une passion culturelle nous montre que 30% des Français disent avoir reçu en héritage une passion dans le domaine du loisir dans l'enfance, 9% dans le domaine de la culture et parmi eux, 32% dans le domaine de la musique. Selon cette étude, pour qu'une passion culturelle soit transmise à un enfant,
3 facteurs interdépendants sont nécessaires: les effets d'imprégnation liés aux conditions générales de socialisation, la proximité ou non des mondes de la culture ou de l'art dans l'entourage familial, l'apprentissage précoce. Le fait d'avoir des pratiques culturelles et artistiques tôt dans l'enfance favorise l'émergence éventuelle d'une passion, et la valeur de l'exemple. Pouvoir prendre modèle sur un référent familial ou proche de la sphère familiale. Ces 3 facteurs sont rarement réunis en un même individu, sauf peut-être dans les milieux aisés, et souvent 1 ou 2 seulement sont à l'œuvre. Néanmoins, on les retrouve toujours chez ceux qui ont reçu une passion culturelle, ici musicale. La transmission d'une passion se fait ainsi souvent par identification de l'enfant à l'un des parents. Parmi les Français qui ont reçu la musique comme passion culturelle, 57% l'ont reçue de leur père ou de leur mère, ce qui montre le poids très important de la sphère familiale en tant que passeur d'une passion. Le fait que les frères et sœurs se situent en 2e position des passeurs, 17%, et les grands-parents en 5e position, 7%, confirme le rôle déterminant de l'entourage familial dans ce type de transmission. Ces données nous montrent ainsi que le domaine culturel, et notamment celui de la musique, est un domaine dans lequel les mécanismes de la reproduction fonctionnent très bien. Le passeur issu de la sphère familiale s'empresse généralement de cultiver la tendance à l'identification qui fait de son enfant un héritier, dans le mythe d'une sorte de filiation de dépositaire d'un don particulier, dans l'illusion que le don se transmet. En outre, les entretiens ont révélé que cette identification se fait souvent par rapport au père, par ailleurs pilier central de nos sociétés contemporaines patriarcales. Les pères ont en effet un rôle déterminant dans la passion musicale et dans la professionnalisation de leurs enfants, soit qu'ils sont eux-mêmes musiciens et transmettent plus ou moins consciemment leur passion, soit qu'ils deviennent incitateurs par goût ou par projection d'une passion réalisée au travers de l'enfant. Les enfants sont souvent le projet de leurs parents, et c'est d'autant plus vrai dans le cas des instrumentistes qui, s'ils réalisent fréquemment la passion de leurs parents ou sont l'incarnation de leurs rêves et idéaux, reproduisent en essayant de mieux faire le parcours de l'un des parents. Beaucoup d'instrumentistes nient pourtant l'influence souvent déterminante de leurs parents ou proches parents, non seulement dans leur choix de pratiquer un instrument mais aussi dans leur professionnalisation. C'est l'expression même d'une cohérence inconsciente du discours puisque presque tous revendiquent une prédestination à la musique. Influence et prédestination seraient nécessairement incompatibles. Or nous voyons toujours se dessiner en filigrane cette influence qui vient contredire le discours premier. L'un des enquêtés, dont le père était instrumentiste, de surcroît du même instrument, se défend d'une part d'avoir commencé la musique et d'autre part d'être devenu professionnel par mimétisme. Ce n'était pas pour lui ressembler, tandis que plus tard au cours de l'entretien, il admettra que l'image de son père a été décisive, pour lui montrer qu'il était attiré par des choses identiques à celles de son père. Il y a bien ici une certaine dénégation, mais aussi et surtout une réelle identification et sûrement le désir de mieux faire que son propre père, de réaliser la carrière que ce dernier n'avait pas pu réaliser sans pour autant, selon lui, que son père en conçoive de la frustration. Nous pouvons ici faire l'hypothèse que l'image du père, en tant que référent, doit être préservée pour sauvegarder l'image même de l'instrumentiste qui s'est identifié à lui. La frustration musicale est en effet un thème récurrent à la fois dans le milieu musical et dans les entretiens. Il semble que ce soit un phénomène très présent dans la vie professionnelle. Refaire son histoire en refaisant celle de son père dans la logique de la filiation, en annulant cette idée de frustration, c'est aussi annuler l'idée que l'on serait soi-même concerné par ce phénomène. La dénégation des instrumentistes peut trouver sa source dans un autre phénomène. Les instrumentistes de notre recherche se disent en effet aisément passeurs de leur passion musicale lorsqu'ils ont des enfants tout en niant l'avoir reçue de leurs parents. Or, si l'on suit les données de l'étude du ministère de la Culture précédemment citée, 64% des passeurs de passion culturelle affirment ne pas en avoir reçu en héritage. L'avancée en âge peut éventuellement provoquer une reconstruction de sa propre histoire, mais nous pouvons avancer une autre explication. Il est certainement plus aisé de se dire passeur d'une passion musicale, puisqu'on se pose alors comme point d'origine, que de se dire héritier. La négation de l'influence familiale est ainsi contredite par les chiffres, puisque 51% des parents qui ont reçu une passion culturelle la transmettent à leurs enfants contre 18% des parents qui n'en ont pas reçu.
Il y a donc 3 fois plus de probabilité de transmettre une passion culturelle quand on en a reçu une que lorsqu'on n'en a pas reçu. Le domaine musical est très efficace dans la transmission intergénérationnelle puisque 44% des passions musicales reçues ont été transmises à la génération suivante par ceux qui en avaient bénéficié. La transmission de la passion musicale semble franchir assez aisément le cap de la seconde génération, peut-être aussi parce qu'elle peut s'incarner dans des objets que sont les instruments, qui peuvent être dans les familles à portée de main des enfants, soit parce qu'ils sont décoratifs, le piano du salon, soit parce qu'ils ont une valeur affective, le violon d'un grand-parent. Nous pouvons faire l'hypothèse que la dénégation des instrumentistes est d'autant plus forte qu'il s'agit ici de passion, et qu'une passion n'est pas censée se transmettre. Elle doit naître spontanément. L'innéité de la passion est d'autant plus importante qu'une passion exige beaucoup de temps, d'investissement personnel et parfois de sacrifices pour pouvoir s'exercer. C'est une activité très personnelle qui relève parfois du domaine de la construction identitaire. Pour ces raisons, il est difficilement acceptable de se voir dépossédé de la jeunesse d'une passion. D'autres instrumentistes, au contraire, assument l'influence et l'héritage de leurs parents, d'autant plus lorsque ceux-ci sont des professionnels, même si cet héritage se doit dans le discours d'être limité pour sauvegarder une certaine liberté et le libre arbitre de l'acteur. Les instrumentistes ne se laissent pas aisément priver de leur choix, même si l'évidence de leur histoire vient les contredire. Le récit de vie d'un enquêté montre l'ambivalence des instrumentistes entre acceptation de leur héritage et refus de se voir dépossédés de leur histoire. Né dans une famille monoparentale, ce qui peut expliquer le poids de sa mère sur son choix, sans pour autant contredire notre thèse sur l'influence du père, il assume tout d'abord le fait d'être violoncelliste comme elle, probablement par mimétisme mais aussi parce qu'il a débuté la musique très jeune et qu'il reconnaît là l'influence primordiale des parents. Néanmoins, il refuse d'être dépossédé totalement de son choix et affirme, dans une reconstruction inconsciente de son histoire, que ce dernier n'en revient pas uniquement à sa mère puisque, dit-il, quand j'étais attiré par les violoncelles et contrebasses dans les symphonies de Beethoven, ça c'est moi hein, parce que je m'en souviens, c'est un souvenir. Nous pouvons ici faire l'hypothèse que son attirance, très probablement réelle pour les basses, était aussi due au fait qu'il les entendait quotidiennement à travers le travail instrumental de sa mère, et que son oreille était familiarisée à ce type de sonorité. Plus tard, c'est à nouveau sa mère qui le poussera vers la professionnalisation. Mais disons qu'à partir de l'âge de 10 ans, là j'avais déjà décidé d'être professionnel. Je me souviens de ça. Ma mère a tout fait, m'a jamais mis de bâton dans les roues évidemment, au contraire, elle a tout fait enfin. Elle était contente que j'aille dans cette voie, je savais quelque part j'aurais aimé faire ça, j'étais branchée là-dessus. Notons que sa scolarité générale étant quelque peu difficile, il s'est aussi attaché au domaine d'activité qui lui réussissait le mieux, encouragé par sa mère, elle-même professionnelle, toujours dans l'idée d'une transmission, d'une filiation du don. Dans le cas le plus extrême d'imposition et de transmission d'une passion, l'un des entretiens confine à l'idéal type tant il est improbable dans la réalité sociale. Il nous a été d'autant plus accessible que l'enquêté avait une conscience aiguë de l'absence totale de choix quant à ses activités dans son enfance. Issu d'une fratrie de 6 enfants, tous exerçant aujourd'hui leur profession dans un domaine musical quel qu'il soit, c'est la mère, notre seul exemple de famille matriarcale, qui les a obligés littéralement à faire de la musique au regret de certains, et dans une névrose obsessionnelle. Il n'était pas question d'être attiré par autre chose. Cet enquêté exprime de façon très lucide, à propos de sa mère, combien la musique a été son rêve à elle, son histoire à elle. De la même façon, aucun des enfants n'a pu choisir son instrument et cette fois encore l'imposition s'est faite de façon très affirmée. Les 2 premiers enfants ont joué du piano parce que l'un des voisins pouvait leur donner des cours, le 3e a joué de la flûte parce que son professeur de solfège en était instrumentiste et ainsi de suite. Même si ce cas de récit de vie est particulier, quasi idéal typique, il n'en reste pas moins qu'il est à considérer dans la mesure où il montre de façon quasi caricaturale à quel point les enfants peuvent être le projet de leurs parents et comment ils parviennent à l'âge adulte à se réapproprier leur existence en réinventant leur histoire pour échapper à la logique de la dépossession. Chez d'autres enquêtés enfin, dont les parents ne sont que mélomanes, le sentiment de transmission est tout aussi fort sinon davantage.
Ils ont le sentiment d'avoir baigné dans la musique, comme s'il y avait là encore quelque chose de l'ordre de la prédestination et ou de l'héritage. Mais ils ressentent peut-être plus encore que ceux qui sont issus d'une famille d'instrumentistes le besoin de justifier leur filiation, d'affirmer que leurs parents étaient des mélomanes, des amateurs. Il y a d'ailleurs souvent confusion entre les deux termes. Ce qui est frappant ici, c'est le besoin de justifier la filiation musicale que l'on ne retrouve pas dans d'autres domaines d'activité comme le sport par exemple. Le terme de justification ne convient peut-être donc pas aussi bien que celui d'explication du mythe des origines. Certains instrumentistes ressentent cette étrange nécessité de raconter leur parcours musical en y trouvant l'origine dans leur histoire familiale, notamment lorsqu'il s'agit du don comme nous le verrons plus loin, comme pour établir une filiation entre leur exception et leur famille. En somme, une façon d'effacer l'étrangeté. Ce mélange de transmission et de fierté à être le dépositaire d'un talent et d'une qualité musicale est mêlé au besoin paradoxal de se distinguer. S'il y a fréquemment une confusion entre mélomane et amateur, c'est l'idée d'un intérêt ou d'une pratique non professionnelle qui est ici à retenir, distinction à laquelle les enquêtés tiennent beaucoup. Pour illustrer notre propos, relevons les termes de l'un des enquêtés à propos de son père. Mon père est médecin, mais il a fait de l'orgue quand il était plus jeune. Il y a ici nos deux idées clairement représentées. La distinction entre l'amateur et le professionnel puisque le père est médecin et non instrumentiste, en même temps que ce dernier a connu une pratique musicale étant plus jeune. Le mais n'exclut pas, bien au contraire, il permet de sauver la filiation. Certes, il exerce aujourd'hui une autre profession, mais il a quand même fait de la musique. À la différence des instrumentistes dont les parents sont aussi des professionnels, les instrumentistes dont les parents sont mélomanes et ou amateurs revendiquent très fortement leur filiation. Nous pouvons ici faire l'hypothèse qu'ils ne ressentent pas la légitimité du fils de musicien, cette filiation presque naturelle. Ceux-là doivent se construire une légitimité et trouver leur filiation jusque dans les infimes détails de leur histoire familiale. Derrière la nécessité de la filiation, il y a l'idée du don qui est transmis. On accepte ainsi plus facilement d'un enfant de musicien qu'il soit doué, comme si cela respectait l'ordre des choses, comme si le don pouvait se transmettre. Cette transmission est en revanche difficile à trouver lorsqu'on ne naît pas enfant de musicien. Or le don est, comme nous le verrons plus loin, une donnée fondamentale dans la vie d'un instrumentiste. Il est peut-être l'essence même du musicien et plus largement de l'artiste. Dans les deux premiers cas que nous venons de traiter, les instrumentistes qui dénient leur transmission familiale et ceux qui l'assument dans une certaine mesure, la notion d'héritage est centrale, héritage par ailleurs immatériel et qui pose la question de la transmission. Bernard Lahire nous propose ainsi 3 types de modalités de transmission dès lors qu'il s'agit d'un héritage immatériel. Le premier type de transmission se fait par l'entraînement ou la pratique directe, qui peut passer par l'école ou encore par la sphère familiale. Dans le cas de ce type d'instrumentiste, la famille et l'école sont primordiales, la première en offrant à l'enfant l'observation de la pratique d'un instrument, des concerts dans lesquels jouent ses parents, l'accompagnement par le S-parent S dans la pratique instrumentale. La seconde peut être entendue au sens d'école de musique dans laquelle la pratique directe de l'instrument est évidemment de mise et accroît la socialisation par la pratique individuelle aussi bien que collective et par écoute incessante et inconsciente des autres élèves. Le deuxième type de transmission est le résultat d'un effet plus diffus de l'agencement ou de l'organisation d'une situation, et que Bernard Lahire nomme la socialisation silencieuse. Ce sont des dispositifs non discursifs mais tout aussi efficaces, comme la présence dans le foyer d'un ou plusieurs instruments, l'écoute de la pratique d'un instrument, de disques de musique dite sérieuse, etc. Le dernier type de transmission est l'inculcation idéologique d'une symbolique de croyance, c'est-à-dire de valeurs, de normes ou de modèles. Ces normes culturelles sont diffusées par toutes sortes d'institutions telles que la famille, l'école ou différents médias, télévision, etc., qui montrent ou mettent en scène discursivement et ou iconiquement des personnages dans des rôles et des situations, avec des attitudes ou des manières spécifiques. Cette socialisation procède par inculcation implicite, diffusion par imprégnation ou habituation, ou explicite, didactique, d'habitude dans les manières de voir et de dire le monde. Les enfants d'instrumentistes professionnels sont peut-être encore plus que les autres soumis à ce type de socialisation,
dans la mesure où ce monde devient leur monde de socialisation générale, tant l'univers de la musique envahit à la fois la sphère du privé et la sphère du public. Devenir à leur tour instrumentiste n'est donc pas une fantaisie, mais peut dans certains cas être érigé en norme ou tout du moins en possibilité réaliste. C'est donc tout un habitus musical qui se transmet à travers cet héritage immatériel qui va faciliter leur chemin, sans pour autant garantir la réussite. 2. La transmission d'une représentation sociale. Le second type de motivation parentale pour décider d'une activité musicale est la transmission d'une représentation sociale. L'activité musicale est alors envisagée comme une activité prestigieuse et fantasmagorique, pas toujours comme une profession, même pour ses parents. Certains enquêtés parviennent à la conscience que leurs parents rêvaient de cette profession, d'autres affirment que la musique était considérée comme une activité susceptible d'équilibrer, de compléter l'éducation donnée. Cependant, nous pouvons constater que très vite, l'orientation donnée à ce qui est présenté telle une activité comme une autre se tourne vers une professionnalisation précoce. Certains enquêtés ont été envoyés dans des conservatoires plus prestigieux que celui dans lequel ils ont débuté, d'autres dans des lycées musicaux pour approfondir leurs connaissances, quitte à faire de très longs trajets quotidiennement. C'est le cas de l'un des enquêtés, et nous voyons poindre ici l'acceptation que la pratique musicale demande efforts et sacrifices, points sur lesquels nous reviendrons plus tard. La réalisation du rêve musical est souvent perçue comme une ascension sociale marquée par l'illusion que la scolarité musicale est plus accessible, plus juste et plus susceptible de réussite que la scolarité classique, même si elle doit marquer une rupture avec le milieu lorsque l'ascension s'est faite. L'un des enquêtés dira de son milieu à la fois social et familial lors de sa réussite professionnelle. Elle, sa mère était fière, ça fait rêver tout le monde, c'était la star, ça fait toujours rêver les parents. Or non, justement, ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est considéré comme un moyen d'ascension sociale par certaines catégories de la population, notamment les moins favorisées, est relativement mal vu dans des milieux plus aisés, le prestige de la profession n'étant pas suffisant pour être conforme à l'habitus de classe. Dans ce type de milieu relativement aisé, la professionnalisation musicale n'est pas chose évidente et va parfois même à l'encontre des valeurs du milieu d'origine. Une enquêtée violoniste de rang et issue d'un milieu aisé révélera que son père, qui était mélomane, violoniste dans un orchestre amateur, était son complice, selon sa propre expression, face à l'hostilité de sa mère et de ses frères et sœurs lorsqu'elle devait travailler quotidiennement son instrument. Or le terme de complice est assez étrange dans ce contexte. La complicité ici induit l'idée du méfait. Cela sous-entend que les études musicales nécessitent dans certains cas et surtout dans certains milieux des complicités, des aides et soutiens presque clandestins. Or peu d'études nécessitent ce type de soutien souterrain, ce qui est pour nous un nouveau révélateur de la considération de l'inconscient collectif pour la profession musicale, en même temps que cette histoire individuelle singulière conforte notre hypothèse de l'importance du père dans la trajectoire des instrumentistes. Un autre type de réflexion peut se faire jour à l'étude de cet entretien. Pour cet enquêté issu d'une famille de la très haute bourgeoisie parisienne, la fonction d'instrumentiste d'orchestre, qui plus est de rang, ne cadrait réellement pas avec son habitus familial, même si comme beaucoup elle était diplômée du CNSMD de Paris. Elle affirme par ailleurs très fermement que la perspective de faire de la pratique instrumentale son métier ne l'intéressait aucunement. À la lumière de cette considération, son changement d'orientation professionnelle dans le domaine prestigieux de la composition est davantage conforme à son habitus de classe. L'instrument a par ailleurs été consciemment vécu chez elle comme un esclavage, et elle fait bien l'association entre esclavage instrumental et disparition du plaisir musical. C'est peut-être pour ça que j'ai pas très bien vécu dans l'orchestre, extrait qu'elle oppose à « ce que j'aime, c'est la musique », l'un et l'autre semblant incompatibles à ses yeux. Le récit de vie d'un autre enquêté est révélateur d'un autre aspect du phénomène de transmission d'une représentation sociale. Issu, lui, d'un milieu social modeste, il est contraint par ses parents à commencer la musique vers l'âge de 7 ans et pas avec n'importe quel instrument. Le piano, instrument des plus prestigieux et porteur de nombreux fantasmes bourgeois pour les milieux plus modestes. Il se révèle assez mauvais élève et décide vers l'âge de 12 ans d'entrer dans l'harmonie municipale, en jouant d'un instrument à vent, un cuivre de préférence, pour défiler en compagnie de ses amis.
Notons ici que le choix d'un instrument de cuivre socialement marqué comme appartenant aux classes sociales les plus modestes ne fait dans l'absolu et dans les représentations collectives que le conformer à ses origines. Il se révèle alors brillant et est enjoint par le chef de l'harmonie à poursuivre plus sérieusement ses études musicales. C'est à ce moment que ses parents se désintéressent complètement de son activité musicale, alors qu'auparavant il l'y avait contraint. Mes parents s'en foutaient complètement, ils sont pas du tout musiciens, donc que je fasse de la musique ou que j'en fasse pas. Complètement égal, ils s'en foutaient complètement. Maintenant ils sont un peu fiers quand même, tu vois, mais pendant longtemps. Ils ont dû m'entendre pour la première fois en concert. J'avais déjà passé mon prix au CNSM de Paris. Jamais venu voir ni un examen, ni un concert, rien. Nous pouvons ici émettre l'hypothèse que le renversement du comportement des parents est sans doute partiellement dû au changement d'instrument, moins noble et moins prestigieux que pouvait l'être le piano. Ils sont les premières victimes des préjugés sociaux qui ne donnent de la valeur à la musique et à ses pratiquants que sous certaines conditions, par ailleurs totalement indépendantes de réelles considérations musicales propres et internes à la profession. Ceci est d'autant plus fort que la fierté des parents de cet enquêté est revenue plus tard, lorsque ce dernier a fait partie de l'un des plus prestigieux orchestres de la capitale et de l'Hexagone. Mais là encore, ce n'est pas l'instrument qui a fait le prestige de l'individu, mais l'orchestre et sa situation géographique. La différence notable entre la transmission d'une passion et la transmission d'une représentation sociale réside, dans le second cas, dans la crainte paradoxale des parents lorsque l'enfant s'engage dans la voie de la professionnalisation. Le rêve et la réalité sont deux choses très différentes, et s'il y a préjugé social, donc rêve dans ce cas précis, alors il y a méconnaissance de la réalité d'une telle profession. La plupart des enquêtés héritiers du rêve de leurs parents rapportent la crainte de ces derniers, notamment lors de l'abandon de l'école traditionnelle puis tout au long des études, pour cesser et devenir de la fierté lors de la concrétisation et de la réussite de la professionnalisation. Cette peur s'explique dans un premier temps par la crainte du chômage musical, autre préjugé social qui trouve néanmoins ses fondements dans une certaine réalité. Très nettement, cette crainte est bien moins présente lorsqu'un enfant entreprend des études supérieures plus traditionnelles, bien qu'il ne soit pas lui non plus totalement à l'abri du chômage. Mais cet autre préjugé social de la certitude d'un emploi à la sortie de l'université est plus fort, plus légitime et moins culpabilisant en cas d'échec que l'entreprise d'études musicales. Aujourd'hui, ce type de réaction tend à perdre de la vigueur, non pas parce que les représentations collectives qui les sous-tendent ont été invalidées, mais davantage parce que les caractéristiques que l'on attribuait au métier d'artiste, telles que la précarisation des conditions d'insertion professionnelle des jeunes, la flexibilité des relations d'emploi, etc., se sont étendues à d'autres sphères de la vie sociale, à d'autres professions. À la crainte de la précarité s'ajoute par ailleurs un ensemble d'idées reçues sur la vie d'un musicien, véhiculées dans l'inconscient collectif par toutes sortes de médias, littérature, cinéma, etc. Mais nous reviendrons sur ce point ultérieurement. C'est le rôle d'un tiers. Si la famille a très souvent une influence considérable sur les choix musicaux d'un enfant, un tiers, ami de la famille, enseignant ou autre peut aussi avoir un rôle fondamental et en outre plus positif que celui des parents puisqu'il ne sera pas associé à la contrainte, comme l'est très souvent la famille. Le tiers est relativement souvent un enseignant, et n'a pas toujours le même rôle auprès de l'élève selon les stades de sa scolarité. Nous pouvons distinguer deux phases. L'enseignant tout d'abord, qui instaure et consolide les bases de l'enseignement musical, qui va créer ou conforter l'envie chez l'enfant de faire de la musique sérieusement. Cet enseignant va avoir d'autant plus d'influence que souvent ses aspirations sont aussi celles des parents, du moins dans les premières années. Puis vient l'enseignant qui s'apparente au maestro, qui est un modèle musical pour l'élève, une source d'admiration et parfois même un modèle de vie auquel il aspire. Ce type d'enseignant entre dans la vie des élèves généralement dans les années d'enseignement supérieur, quand ils deviennent plus autonomes dans leur travail. La qualité d'un élève répond très souvent au prestige de son maître, comme si le talent et la virtuosité pouvaient se transmettre par contagion. Se réclamer d'un enseignant prestigieux, c'est revendiquer un peu de son talent. Calliope Papadopoulos avance même qu'il y aurait un mythe de la légitimation du virtuose par un maître.
Paganini pose sa main sur les cheveux du jeune Chopin et délègue ainsi magiquement son mana au jeune virtuose. Liszt donne sa bénédiction au jeune d'Albert en déclarant « C'est un nouveau Taussig ». D'Albert découvre le jeune Backhaus âgé de 13 ans. Kempf fait médire à ceux qui lui reprochaient de ne pas jouer Beethoven de façon suffisamment beethovenienne. Je suis un descendant direct de Beethoven. J'ai été élève de Barth était l'élève de Bülow, lequel avait eu Liszt pour maître. Or Liszt avait suivi les leçons de Czerny et Czerny celles de Beethoven. Je vous prie donc d'en tenir compte lorsqu'à l'avenir vous m'adresserez la parole. Notons néanmoins que la réciproque est aussi vraie. Le talent d'un élève rehausse le prestige de son maître. 3. Le choix de l'instrument. Nous avons constaté précédemment que le choix d'un instrument n'est pas vierge de tout déterminisme social et familial, qui oriente considérablement l'enfant et ses parents. Mais l'éventail de possibilités que conserve le futur instrumentiste ne relève pas non plus d'un complet libre arbitre, loin s'en faut. Des facteurs extérieurs à sa volonté propre vont venir l'orienter et parfois même s'imposer. A. La reconstruction de la réalité. Inconscients pour la majorité d'entre eux du poids de leur environnement social et familial ou le refusant plus ou moins consciemment afin de préserver la cohérence du discours de leur prédestination, les instrumentistes font jaillir toutes sortes d'explications fantasmagoriques lorsqu'on aborde le sujet du choix de l'instrument. Un contrebassiste dont le père était instrumentiste professionnel affirme pour expliquer son choix. C'est la voix de papa dans le ventre de maman, le grave. Une violoniste, issue d'une famille de musiciens, ayant reçu une éducation musicale très stricte et dont le père est lui-même violoniste, dira avoir toujours su que le violon était sa destinée. Nous retrouvons ici encore le mythe de la prédestination. J'en étais certaine, même avant de naître. C'était une évidence, c'était ancré en moi, il n'y avait pas plus clair. Elle occulte totalement l'influence de son milieu, dans lequel elle a vécu de façon très autarcique, prédisposée et entraînée à devenir instrumentiste et très certainement violoniste. Elle refait son histoire par la logique de la prédestination, parce que la prédestination fait partie de la logique du personnage de l'artiste. Un autre enquêté dira : j'ai toujours voulu faire de la trompette, j'ai toujours voulu faire ça. En même temps qu'il ne parvient pas à se souvenir de sa première rencontre avec l'instrument, et à expliquer son attirance pour lui. Sa seule justification, qui relève davantage de l'hypothèse tellement les contours lui semblent être flous, est en écoutant un disque de Maurice André, comme tout le monde. Nous ne pouvons pas savoir ici si c'est ce qui lui a été rapporté par son entourage, ou si c'est réellement une hypothèse spontanée qu'il présente. Si cette conjecture évoque le mythe de l'appel de l'instrument, il n'en reste pas moins que l'évocation de Maurice André n'est pas innocente, surtout suivie d'un « comme tout le monde ». Maurice André est en effet la référence de la trompette pour le Quidam, en même temps qu'il a redonné ses lettres de noblesse à cet instrument longtemps resté en désuétude et peu considéré en raison du côté un peu rustre qu'on lui prêtait. Mais au-delà de ces fantasmagories, il faut voir là à la fois le besoin de justifier sa vocation pour qu'elle ne relève pas du hasard, ce qui semble leur être intolérable, et l'atténuation, voire la négation de l'influence du milieu, notamment celle du parent musicien ou mélomane et de l'institution musicale. Toutes deux permettent néanmoins à l'enfant la réceptivité nécessaire pour s'engager dans la voie de la professionnalisation, ce dont les instrumentistes n'ont absolument pas conscience, ou qu'ils se refusent à admettre dans la mesure où cela ne correspond pas, à nouveau au mythe de l'artiste inspiré et prédestiné. B. Le poids de l'institution musicale. La plupart des instrumentistes ont débuté leur scolarité musicale à l'âge de 6 ans. C'est ici le fait des conservatoires qui ne prennent bien souvent pas les enfants en dessous de cet âge, si ce n'est au jardin musical, davantage un lieu de développement du rythme et de l'oreille que d'apprentissage théorique et pratique sur un instrument de musique. Néanmoins, la scolarité musicale peut débuter plus tardivement dans certaines catégories d'instruments, tels que les cuivres qui ne permettent pas un apprentissage trop précoce, soit que l'exercice de l'instrument nécessite le développement physiologique complet, soit que le poids de l'instrument est trop important pour un enfant. Certains instrumentistes ont tout d'abord débuté par le piano, qui a la réputation d'être un instrument complet et difficile, qui facilitera le passage par la suite à un autre instrument,
À l'instar de l'idéologie qui s'est répandue à l'école ces 20 dernières années poussant les collégiens à apprendre l'allemand avant l'anglais, pour les mêmes raisons que l'on apprend le piano. Néanmoins, cette première explication n'est guère suffisante. En effet, en dehors du fait que le piano est conçu comme un instrument difficile puisqu'il demande la maîtrise et l'indépendance non seulement des deux mains mais aussi des doigts indépendamment les uns des autres et des pieds pour les pédales, il véhicule aussi une image prestigieuse dans l'imaginaire social. C'est le joli meuble des salons bourgeois du XIXe siècle derrière lequel on se représente une jeune fille de la meilleure éducation travaillant consciencieusement. C'est aussi l'instrument des concertistes, des artistes virtuoses qui nourrissent les rêves des parents, l'instrument solistique par excellence dont la littérature musicale est par ailleurs l'une des plus fournies. Ces images d'Épinal ont aujourd'hui encore leur pleine force et nous donnent une piste d'explication quant à l'engorgement des conservatoires qui ont des listes d'attente pour cet instrument qui dépassent désormais 2 ans, tandis que d'autres instruments moins prestigieux, mais aussi moins connus, sont à la recherche d'élèves. Pour les instrumentistes qui ont commencé le piano sans réelle conviction ou en tant que base musicale, comme pour ceux qui débutent réellement la pratique musicale, vient ensuite le temps du choix de leur instrument définitif et c'est à ce moment de leur trajectoire que des facteurs extérieurs peuvent venir marquer l'avenir de ces futurs professionnels. L'un des enquêtés qui avait commencé par le piano a débuté 2 ans plus tard le violon en parallèle, et c'est à ce moment qu'il affirme sa volonté. J'ai demandé à jouer du violon. Puis son enseignant lui a fait écouter un alto et il affirme. Je préférais le son. Il est donc passé à l'alto en revendiquant ce choix qui en l'occurrence nous pose quand même question dans la mesure où quelques instants plus tard au cours de l'entretien, il affirme, probablement sans réelle conscience de ses propres contradictions. Je préférais le violon. Le choix d'un instrument à cordes frottées a été déterminant pour cet instrumentiste puisque c'est aujourd'hui son instrument. Néanmoins, il y a eu un changement de trajectoire dans sa jeunesse, du violon à l'alto, sur lequel nous ne pouvons que faire des hypothèses. Dans un premier temps, il est un fait que les classes de violon sont surchargées, contrairement aux classes d'alto, méconnues du grand public qui ne fait souvent pas la différence entre les deux instruments, quand parfois même il ne connaît pas l'existence du second. Ceci peut expliquer le choix de son enseignant de le pousser vers un autre instrument. Notons ici encore que l'influence d'un adulte a été déterminante et que le choix de l'enfant n'a pas été complet. D'autre part, l'alto a la réputation, même parmi les instrumentistes professionnels, d'être un instrument plus facile que le violon. Son répertoire solistique est d'ailleurs bien moins important, ce qui en fait un objet de moquerie depuis fort longtemps. On dit bien souvent que l'alto est le cimetière des seconds violons. Il est inutile pour le moment de développer l'aspect péjoratif d'une telle réflexion, mais cela nous donne à penser sur les réelles motivations de l'enseignant de notre enquêté. Nous ne pouvons ici que supposer qu'il peut aussi avoir estimé que son élève n'était pas suffisamment doué pour le violon, et l'a donc orienté vers l'alto, ce qui nous en dit long sur la considération que l'on peut très tôt avoir pour cet instrument et sur les stigmates que cela entraîne plus tard dans une vie professionnelle. Mais nous reviendrons plus loin sur ce point. Pour d'autres instrumentistes, enfin, c'est l'institution musicale qui a fait le choix de l'instrument. Il n'arrive pas si rarement que de jeunes élèves ne pouvant pas exercer leur premier choix faute de place, soient relégués dans des classes beaucoup moins chargées. Là encore, l'influence du milieu social est prépondérante dans la mesure où nous n'avons pas rencontré d'instrumentistes issus de milieux favorisés et souvent urbains ayant connu ce type d'expérience. Cette trajectoire concerne très souvent des enfants issus de milieux plus modestes, peut-être aussi parce que les structures environnantes n'ont pas la capacité de répondre aux demandes classiques en surnombre, qui répondent elles-mêmes à des représentations sociales. Il n'en reste pas moins qu'il y a une certaine logique pour les uns et les autres. Dans les milieux favorisés, la pratique instrumentale et musicale a une utilité sociale, tandis que dans les milieux moins favorisés, elle a une utilité pratique, combler les manques dans les classes, dans le but bien souvent de combler les manques plus tard dans les orchestres, etc. Or ces instrumentistes issus de milieux plus défavorisés, instrumentistes des bois et des cuivres très souvent, sont formés très tôt à la pratique orchestrale, soit dans les fanfares ou autres harmonies municipales, soit dans les orchestres de conservatoire pour qu'ils puissent fonctionner. La musique est ici réellement enseignée dans un but utilitaire, sans que ce terme soit utilisé de façon péjorative,
c'est-à-dire qu'il s'agit de former des instrumentistes qui soient le plus vite possible capables de jouer dans un ensemble. La réactivité est apprise très tôt pour que le jeune instrumentiste soit efficace le plus vite possible. On ne forme donc pas a priori des solistes dans les bois et les cuivres, mais des instrumentistes d'ensemble, et c'est une différence fondamentale que nous retrouverons un peu plus loin. C'est l'influence géographique. Une autre considération est à prendre en compte dans le choix de l'instrument, considération que peu d'instrumentistes abordent. Déterminé bien souvent par les parents et l'institution, le choix de l'instrument l'est aussi par la situation géographique et par le milieu rural ou urbain dans lequel on vit. Cette autre forme de pression n'est pas négligeable. Les quelques régions de l'Hexagone qui ont une tradition musicale exercent un certain ascendant sur leur société. Le sud-ouest de la France en est un exemple, avec une très grande tradition de bandas, formation de cuivre qui défilent lors des fêtes organisées chaque année. Il devient dès lors un peu plus naturel de pratiquer ce type d'instrument pour un enfant issu de cette région qu'un autre. Notons que cette problématique est similaire en Bretagne, dans le nord de la France ou toute autre région à forte tradition musicale. Il est évident que ce n'est pas le cas de tous les instrumentistes de ces régions, mais c'est une tendance dont il faut tenir compte. Une forte tradition musicale associée bien souvent à un milieu rural fait que le choix de l'instrument se restreint par la force de l'inconscient collectif. L'un des enquêtés issus de ce type de région explique. Le choix est quand même limité, c'est plutôt les fanfares, le milieu rural et les harmonies. Un autre, issu du nord de la France, dira. C'est une tradition d'instrument avant, c'est ma culture, ça me manquait de jouer d'un instrument avant. Quelque part, donc il fallait que je choisisse un instrument avant. Nous pouvons ici formuler l'hypothèse que si les instrumentistes originaires de ces régions associent les instruments avant, ici les cuivres, au milieu rural souvent plus défavorisé, ils définissent les autres instruments en négatif, en toute logique les cordes et dans une moindre mesure certains bois, comme appartenant à un milieu plus favorisé, ce qui nous donne à penser sur le marquage social qu'impose ce type de distinction et sur les conséquences que cela peut avoir dans une vie professionnelle. A l'inverse, même si le cas se présente rarement, des instrumentistes jouant d'un instrument jouissant d'une représentation sociale valorisante peuvent être issus de milieux modestes et géographiquement connotés. C'est alors une rupture dans la trajectoire de vie, issue d'un facteur extérieur à l'acteur et qui peut venir brouiller les cartes des représentations sociales. S'il y a toujours un libre arbitre dans une trajectoire de vie et dans les choix personnels qu'elle implique, l'étude approfondie des récits de vie fait néanmoins souvent apparaître des facteurs explicatifs de telles ruptures qui peuvent changer un destin social. L'un des violonistes enquêtés est ainsi issu d'une famille du nord de la France, relativement modeste. Si l'on suit notre postulat, rien ne le prédispose ni ne l'aide à choisir le violon. Sauf qu'à l'étude attentive de l'entretien, nous découvrons qu'avant sa naissance, son père, travaillant pour la haute bourgeoisie, a été muté à Monaco où notre instrumentiste est né et a grandi. Le changement de milieu à la fois social et géographique a très certainement eu des conséquences sur le choix de l'instrument. Il accompagnait une génération plus tard, l'ascension sociale de toute une famille. 4. La scolarité musicale et la naissance du culte du travail. A. De l'imposition à la réappropriation du sacrifice. L'apprentissage d'un instrument de musique fait partie des études les plus fastidieuses que l'on puisse entreprendre dans la mesure où il requiert un travail quotidien, intense, sans repos et isolé dès le plus jeune âge. Ce type d'étude ne va pas sans un certain nombre de sacrifices nécessaires qui se portent en tout premier lieu sur la vie sociale. Quand on s'intéresse d'un peu plus près à leur scolarité musicale, la plupart des instrumentistes affirment n'avoir pas souffert des sacrifices qu'elle exige. Mais à y regarder de plus près, c'est loin d'être le cas et le vocabulaire de la contrainte et de la souffrance devient récurrent. J'étais obligé de faire ça, j'ai pas fait beaucoup de foot quand j'étais môme, je descendais rarement voir mes petits camarades, fallait que je fasse, grande tension, beaucoup de solitude, beaucoup de travail, à la maison avec mes cours par correspondance, mon violon, très peu d'amis. Si au lieu de sortir tu travailles ton bignou, forcément tu te fais pas d'amis, ça c'est clair. Nous sommes bien ici dans le vocabulaire de la contrainte, de la souffrance et de l'isolement. Ces sentiments coercitifs
sont très souvent l'expression de la pression exercée sur le jeune instrumentiste par l'entourage familial proche et par les enseignants qui prônent la nécessaire valeur du travail intensif et soutenu. Le travail quotidien est intense, la déscolarisation fréquente et la pression de l'entourage sont sacrificielles pour l'enfance parfois et l'adolescence presque toujours. Les amitiés sont difficiles en dehors du monde musical, les activités sportives ou de loisirs qui font la vie d'un adolescent sont souvent malaisées. L'une des enquêtées explique: J'étais complètement déconnectée de toute vie sociale. Pour préparer les concours, il lui fallait s'enfermer dans une pièce et puis pas bouger pendant un mois. Elle insiste sur l'exclusion sociale dont elle a fait l'objet, mais à laquelle elle a aussi participé, par la force de la pression qui régnait autour d'elle. Cette insistance généralisée dans les entretiens sur l'exclusion sociale et l'ascétisme forcé au cours des études musicales est l'expression d'une souffrance qui ne semble pas s'être résorbée avec les années. Les termes d'une autre enquêtée renvoient plus clairement encore à la notion de sacrifice. Tu transpires, non c'est pas facile, hein? Faut vraiment le vouloir, hein? C'est un sacrifice que tu fais toi et les autres aussi. J'étais obligée de travailler, il y avait quelques sacrifices à faire. Dans le discours des instrumentistes, la notion de sacrifice est parfois associée à celle de culpabilité lorsqu'ils évoquent leur entourage familial. Les études musicales mêlent la sphère privée et la sphère publique en faisant pénétrer par exemple le travail instrumental et donc de potentielles nuisances sonores dans l'intimité de la famille. Les caractéristiques de la pratique musicale s'étendent ainsi à la sphère familiale, en induisant un mode de vie particulier qui concerne la famille dans son ensemble. Par ailleurs, en reconstruisant leur trajectoire, les instrumentistes ont tendance à se réapproprier les conduites sacrificielles de leur jeunesse qui les ont conduits à vivre une forme d'exclusion sociale. Ce qui a été subi dans l'enfance devient choisi dans le discours adulte. Les études musicales comportent ainsi un double ascétisme, l'un renforçant l'autre. Exclu plus ou moins par sa propre volonté du système scolaire, l'instrumentiste est isolé dans le système musical puisqu'il lui faut travailler seul, et ceci est d'autant plus fort, important et marquant qu'il adhère lui-même à ce système. Ce double ascétisme conduit invariablement à une forme d'exclusion sociale, que les instrumentistes tentent souvent de justifier. Il n'est en effet pas rare d'entendre un instrumentiste constater: Je suis passé en planant complètement mon adolescence, avec des regrets dans la voix, pour plus loin refaire son histoire quitte à se contredire. Fallait pas trop me pousser à travailler, ça me posait pas de problème particulier. Affirmer qu'il a un plutôt bon souvenir de ses années d'études, qu'il était plutôt studieux. Mais même dans les termes, le vocabulaire est plutôt mitigé, pas trop, particulier, plutôt en somme rien de très affirmatif. Pour d'autres instrumentistes, cette forme d'ascétisme les a inconsciemment empêchés de faire des bêtises qui peuvent coûter la vie, ce qui m'a permis de m'équilibrer énormément, de me gérer, visiblement nécessaire pour moi. Pour mon équilibre. Ces extraits d'entretien nous montrent une véritable volonté de réappropriation des événements vécus et subis. Il y a toujours un moyen pour eux de refaire leur histoire de façon très positive et d'effacer les souffrances qu'ils ont vécues, même si parfois on les sent poindre un peu plus loin lorsqu'ils abordent d'autres thèmes. L'un des paradoxes des instrumentistes est que beaucoup avancent que la musique aura été un réel médium pour leur équilibre personnel, alors même que c'est ce médium qui déséquilibrera leur vie quelques années plus tard en les mettant très souvent à l'écart de la société, en les obligeant à vivre dans un certain entre-soi. Ceci est d'autant plus surprenant que cette narration se fait à l'âge adulte, avec le recul du temps théoriquement nécessaire pour avoir la conscience de leur isolement. Or c'est exactement l'inverse qui se produit. Là encore, nous pouvons faire l'hypothèse que cette conception de la musique et de l'équilibre qu'elle leur a apporté et leur apporte encore, est une façon de se réapproprier leur existence. L'une des plus fortes marques de réappropriation de l'histoire personnelle est l'évocation de la passion, notion fondamentale dans le chant musical. C'est un argument très fort parce qu'il justifie, ne serait-ce qu'étymologiquement, toutes les formes de souffrance aussi bien morales que physiques, ainsi que tous les sacrifices nécessaires au chemin de la professionnalisation. Mais cette passion n'est pas toujours là au départ, elle leur est souvent transmise et nous pouvons nous demander jusqu'à quel point les instrumentistes s'approprient l'idée de la passion pour supporter toutes ces difficultés et ne pas être dépossédés de leur existence. L'un des enquêtés bassonistes explique:
J'ai pas choisi le basson. En fait, c'est le professeur de basson qui m'a choisi. Ce choix n'était donc clairement pas le sien. Mais plus loin il affirme. L'enseignant donne la foi. Il y a bien ici appropriation d'une passion d'un côté et transmission de l'autre. Nous sommes ici en plein contexte religieux. Il faut réellement avoir la foi en la musique pour exercer ce métier, ce doit être une passion et une vocation pour que cela puisse fonctionner. En somme, on entre en musique comme on entre en religion. La suite des entretiens vient souvent confirmer cet état de fait, la réelle passion musicale vient avec le temps. Certains instrumentistes n'ont pas tout de suite eu l'envie de devenir des professionnels de la musique, mais plutôt comme dit l'un d'entre eux. Je voulais faire des études, de vraies études, un truc sérieux, des maths, une école de commerce. Cet extrait révèle un réel malaise. Regretter de n'avoir pas entrepris d'autres études que l'on qualifie par ailleurs de sérieuses, c'est nier l'intérêt et l'importance de celles que l'on a entreprises. On sent poindre ici la pression sociale qui fait que la musique n'est pas un domaine d'études sérieux. Une telle considération ne peut qu'engendrer un malaise intime chez ces instrumentistes, qui dès l'enfance ne se sentent pas reconnus dans leur future activité professionnelle, jusqu'à même se sentir inutiles. La naissance de la passion musicale vient généralement de l'intervention d'un tiers à des âges variés. Ce tiers se fait le messager de la révélation musicale et produit un déclenchement vers la professionnalisation. Dans la plupart des cas, c'est un enseignant, mais ce peut être un parent dans une famille de musiciens. En tous les cas, une rencontre est nécessaire pour révéler la passion, rencontre qui va souvent modifier radicalement la vie et la perception musicale du jeune instrumentiste. Une fois révélée, la passion musicale envahit toute la vie de l'individu, mais cette fois de façon consciente et délibérée, et devient, selon les termes des instrumentistes, une nécessité quasi vitale. Elle devient indispensable au développement personnel. Il y a ici quelque chose de l'ordre du subi, même avec consentement, comme si après l'avoir supporté, les instrumentistes essayaient de se réapproprier la musique pour se réapproprier leur vie. L'entreprise d'études musicales nécessite un certain nombre de sacrifices et une pratique ascétique qui très tôt conduisent à une forme de désocialisation. Ces différentes caractéristiques des études musicales sont subies par le jeune instrumentiste qui n'a pas fait encore de choix conscient, et il est intéressant de noter la réappropriation de cette histoire par les instrumentistes adultes. Ils peinent à supporter d'être dépossédés de leur histoire, surtout quand elle contient des épisodes difficiles et subis qui ne cadrent pas avec leur idéologie de la prédestination, de l'inspiration quasi divine qui fait d'eux des artistes par nature et non pas par culture. B. Le culte du travail. La notion de travail semble être quasiment un objet de culte dans le monde musical, culte dont les instrumentistes aiment à parler avec fierté. La maîtrise de la pratique musicale demande un travail quotidien de plusieurs heures pour dompter son propre corps, l'instrument et la partition, et ce dès le plus jeune âge. Les instrumentistes du milieu de la musique dite sérieuse posent ainsi parfois le culte du travail intensif en opposition à l'exercice d'autres types de musique comme le jazz, pour lesquels ils prétendent que le travail est sensiblement moins important. À la fois objet musical fantasmagorique et complexant par son mode de jeu, le jazz est en effet censé requérir moins de travail et d'efforts que ne le demande la musique dite classique. Conscients pour la plupart qu'ils n'ont pas reçu la formation nécessaire pour jouer du jazz, en termes d'improvisation notamment, les instrumentistes mettent en avant la notion de plaisir comme notion péjorative. Les jazzmen, pensent-ils, demandent d'abord à se faire plaisir en jouant avant même d'acquérir la technique nécessaire. Réel ou non, c'est bien la démarche inverse qui se produit dans le monde du classique. On demande d'abord et avant tout aux étudiants de travailler et d'envisager seulement par la suite la notion de plaisir de jouer, seul ou en groupe. Pour illustrer notre propos, l'un des enquêtés évoque le parcours de son frère, pianiste de jazz, qui n'est pas allé au bout de sa formation musicale et n'a donc pas obtenu de diplôme légitimant d'une structure de formation musicale. C'était vraiment une contrainte, l'école de musique, dit-il, parce que son frère était un peu moins sérieux que lui, il n'était pas aussi assidu, il voulait apprendre à jouer tout de suite, à s'éclater avec des copains ou des groupes. Dans ce contexte, les termes de contrainte, de sérieux et de s'éclater sont employés de façon plus ou moins consciente sous un angle péjoratif. Clairement, l'idée ici est que non seulement les jazzmen ne sont pas des instrumentistes assez sérieux pour entreprendre des études longues et fastidieuses,
mais encore que le jazz ne nécessite pas un tel apprentissage. Seul le plaisir immédiat serait privilégié. Ce qui lui permet de conclure qu'aujourd'hui, c'est un petit peu galère parce qu'ils sont frères à ni le CA, ni le DE. Ce qui est certes un obstacle pour enseigner dans des structures classiques, encore assez peu nombreuses à proposer un enseignement du jazz. Mais il occulte totalement le fait que bien souvent les jazzmen n'ont pas la même trajectoire professionnelle et n'ont pas la même tradition de l'enseignement que les instrumentistes de musique dite sérieuse. Suivant la même idée, certains instrumentistes comparent leur travail avec celui qui est demandé dans les universités. De toute évidence, cela leur sert de justification et de légitimation quant à la réalité de l'importance du travail qu'ils fournissent alors même que leurs études ne sont socialement pas reconnues comme sérieuses. Les étudiants du CNSMD seraient aussi beaucoup plus sérieux que ceux des universités, c'est des gens assez besogneux, selon l'un des enquêtés. Souvent complexés par leur déscolarisation précoce, les instrumentistes se plaisent à démontrer qu'ils travaillent et ont travaillé bien davantage que des étudiants appartenant aux grandes écoles ou à l'université, sorte de revanche tardive sur l'institution scolaire qui n'a pas cru en eux et qu'ils ont de ce fait rejeté. La notion de travail reste éminemment importante à l'âge adulte. Même une fois entrés dans un orchestre, la plupart des instrumentistes continuent de travailler pour diverses raisons, dont la principale est la nécessité de se maintenir au niveau au sein de l'orchestre. Bien que rien ne soit expressément demandé, beaucoup ressentent une pression impalpable qui les pousse à travailler. Pression due au prestige et ou à l'autorité du chef d'orchestre qu'il ne faut pas décevoir, perpétuation de la concurrence entre instrumentistes, besoin de se sentir au niveau du prestige de l'orchestre, etc. Les termes employés par les instrumentistes pour définir cette obligation transcendante sont éloquents. Je suis obligé, c'est pas possible. On est obligé de bosser, on est obligé de travailler, c'est inconcevable, c'est impossible. Nous sommes ici dans le vocabulaire de la contrainte, qui a la force de l'évidence et de l'absolu, et qui semble être transcendante aux individus. Les instrumentistes les plus concernés par cette pression transcendante sont, semble-t-il, ceux qui occupent plus ou moins un poste de soliste, en d'autres termes les cuivres et les bois. Ce sont eux, principalement, qui font état de cette pression, ce qui leur permet de se mettre en valeur par rapport aux cordes. L'un des enquêtés, appartenant au pupitre des cuivres, explique à quel point le travail personnel en dehors de l'orchestre est important parce qu'on est seul à faire notre partie. Ça s'entend. Ici, c'est l'exposition à la fois au public et au pairs, la visibilité sonore, si l'on peut dire, qui est mise en avant et qui explique la nécessité du travail. Ce même instrumentiste se mettra dans le même paragraphe, si ce n'est dans la même phrase, en opposition avec les cordes. Il explique que c'est la différence avec les cordes, il y en a qui s'en foutent, chez eux c'est plus facile à masquer. L'association d'idées est ici flagrante et révèle, si ce n'est une tension, tout du moins une certaine forme de dédain plus ou moins marqué pour les cordes, plus nombreuses par pupitre et supposées être de ce fait moins concernées par le travail personnel. Mais nous reviendrons plus loin sur ce clivage entre pupitres. 5. De la désocialisation à la création d'un nouveau groupe. A. La violence symbolique du rejet social dans la prime jeunesse. Il y a dans la désocialisation des instrumentistes et dans les stratégies qu'ils mettent alors en place, quelque chose de l'ordre de la nécessité de survie sociale. Une fois déscolarisés puis peu à peu désocialisés, les instrumentistes n'ont plus que leur père pour avoir une vie sociale, pères qui justement connaissent la même expérience et vivent la même désocialisation. C'est ainsi un groupe particulier parce que quasiment endogène qui se forme ou auquel on vient s'agréger à la suite de l'exclusion sociale que représente la pratique instrumentale à un haut niveau, méconnue, incomprise voire rejetée par la société, et ce dès la prime enfance. Il semble par ailleurs que cette exclusion sociale soit d'autant plus violente chez les instrumentistes issus de milieux aisés, dans lesquels les jeunes instrumentistes côtoient d'autres jeunes gens qui réalisent des études socialement bien plus prestigieuses, reconnues et légitimes. Le premier de leurs sentiments, qui perdurera bien souvent tout au long de leur vie, est celui de l'incompréhension et du rejet d'autrui. L'une des enquêtées, issue d'une famille bourgeoise, raconte que tous les jeunes gens de sa famille faisaient des études dans de grandes écoles préparant à des métiers formidables. On sent poindre ici la première marque de complexe.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.